Bien le bonjour, chers amis. Bienvenue à la prescription avec Docteur Fred Éric Lambert. Alors, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec le violoncelliste Stéphane Tétrault. Nous allons être en concert, que je dis nous, écoutez, quand même, c'est lui le soliste. Moi, je suis membre de l'Orchestre symphonique de Laval, je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. Et nous avons un concert ce samedi à la Maison Symphonique à 19h30 sous la direction de Jacques Lacombe dans un programme assez chouette. Vous pourrez entendre Don Quichotte de Strauss, qui est un espèce de concerto chambré pour violoncelle, ainsi que la symphonie de Saint-Saëns numéro 3 avec orgue. Donc ça promet. Et pour l'occasion, on s'est dit que ce serait cool de discuter un peu ensemble de musique et d'apprentissage de notre instrument, qui est quand même quelque chose toujours d'intéressant d'entendre à travers un autre musicien d'un autre instrument. Bref, c'était vraiment plaisant et laissez-moi vous le présenter, Stéphane Tétrault. Détenteur d'innombrables prix et distinctions, Stéphane Tétrault est le récipiendaire du prix Virginia Parker 2019 du Conseil des arts du Canada en reconnaissance de son talent, sa musicalité et excellence artistique exceptionnelle, ainsi que sa contribution précieuse à la vie artistique au Canada et à l'étranger. Il est également le lauréat du prix Opus 2023 pour Album de l'année avec Transfiguration avec Valérie Milot et le prix Opus 2022 pour Interprète de l'année décerné par le Conseil québécois de la musique. En 2016, il fait ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Philadelphie sous la direction de maestro Yannick Nézet-Séguin. Il s'est produit au prestigieux festival Gashta Menuhin en Suisse. Au cours de la saison 2017-18, il a pris part à la première tournée européenne de l'Orchestre métropolitain avec Nézet-Séguin et fait ses débuts avec le London Philharmonic Orchestra. Stéphane a partagé la scène avec le célèbre violoniste et chef d'orchestre Maxime Vengerov ainsi que plusieurs pianistes tels que Alexandre Tarot, Roger Vignol, Louis Lortie et Marc-André Hamelin. Son premier album, enregistré avec l'Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel, s'est vu remettre le choix de l'éditeur du célèbre magazine Gramophone. Son deuxième, avec la pianiste Marie-Ève Scarfonet, a été sélectionné sur la liste des meilleurs albums de l'année Critics' Choice 2016 de Gramophone. Stéphane a étudié pendant plus de 10 ans sous la tutelle du regretté violoncelliste et chef d'orchestre Yuli Turovsky. Stéphane joue sur le violoncelle Stradivarius Countess of Steinley ex Paganini de 1707 qui lui est généreusement prêté par Madame Sophie Desmarais. Voici ma conversation avec Stéphane Tétrault. Très bien comme ça. Très bien. Et bon, ben c'est fait, on se rencontre, enfin, avec nos horaires assez compliqués. Puis là, prochainement, en plus, on va jouer ensemble. Donc, ouais. ça va être assez le fun. C'est drôle, c'est ce Don Quichotte de Strauss, je t'ai accompagné une fois. Au Festival de la Naudière. Mais c'est la seule fois que je l'ai joué. Ah, OK, je pensais que tu l'avais joué plusieurs fois. OK, non, OK. Ça fait un petit bout. Et tu sais, puis je me souviens même quand on jouait, tu sais, c'est rare que cette pièce-là est programmée, là, je veux dire, n'importe où avec les orchestres, c'est une étrange pièce. Et ça a été un beau moment là, dehors, ça avait été difficile, je me souviens, c'était humide.
C'était tellement chaud. Il faisait là. chaud, l'archet répond pas. Tu sais, t'as beau mettre 4 La pouces, colophane, ouais. 4 pouces de colophane, ça marche pas, mais c'était allé super bien. Puis là, toi, es-tu content de refaire ça? C'est le fun quand même. Oui, ça va être très cool. C'est une Très pièce cool. tough ou. Oui, c'est quand même difficile. Ok. Je suis content de dire que ça revient vite, même si Ouais, je ouais, pense c'est qu'on ça. l'avait fait en 2014. Ça fait un bout, là. Ouais, Ouais, ça ouais. fait un petit bout. Fait que, mais oui, ça revient vite. C'est surtout, tu sais, c'est quand même long là, comme Oui. pièce. Fait que ça, c'est C'est quand même gros. Puis oui, la partie solo est importante, mais c'est surtout une grande œuvre de musique de chambre. Là. Oui, vraiment. Fait que, Oh, c'est oui, ça. c'est bien dit d'ailleurs. C'est C'est vrai, il y a vrai. tous les instruments sont tellement Mhm. interpellés là-dedans. Puis non, ça va être assez le fun. Je suis content qu'on se rencontre parce que t'as un trajet de vie que je trouve super intéressant à observer. Puis tu sais, moi, ce qui est le fun pour ma part, c'est que tu sais, je t'ai rencontré, ben, comme bien d'autres musiciens, on t'a vu jeune. Puis aujourd'hui, t'es un homme. Mais t'as toute cette évolution-là. Puis je trouve que ce qui est intéressant, c'est que t'as eu le droit à toucher un peu à la vieille école de ce qu'était la musique classique. Et là, aujourd'hui, on est justement dans des mouvements qui ont aucun bon sens. Tout change en ce moment. Tu sais, aujourd'hui, je recevais un email, je pense, de Atma Classique qui disait que tous les disques en physique sont à 50% de rabais. Tu sais. En ce moment, Ouais. tu sais, donc, mais je dis ça, c'est un exemple de truc dans le sens qu'aujourd'hui, le disque change, les concerts changent, le style change. Mais toi, tu as quand même eu le droit à la vieille école avant. Tu sais. Puis il n'y en a pas beaucoup, je pense, des jeunes de ton âge qui ont eu le droit. Ben, je trouve vraiment que c'est un privilège, en fait, parce que c'est Oui. fun de. C'est une autre culture, c'est un autre univers, là, si on peut dire ainsi. Mais même si ton histoire est quand même assez connue, j'aimerais ça qu'on y repasse un peu à travers, si ça ne dérange pas. Ben non, ça me dérange Ah, pas ok, du parfait, tout. parfait. Puis moi, je sais des choses, mais je sais pas tout. Donc, tu sais, entre autres, on est plusieurs à savoir que tu as travaillé avec la famille Turovsky. Et est-ce que c'est c'est ça que je me suis demandé, c'était ton premier professeur? Non, c'était Ok, mon c'est ça. troisième. Troisième, ok, Mon allons, troisième, oui. allons au tout début de bar. Comment le violoncelle est apparu dans la maison familiale? Ben, en fait, elle n'était vraiment pas dans la maison familiale au début. Moi, j'avais un petit xylophone, un petit jouet que j'aimais bien quand j'étais tout jeune. On parle de peut-être 3 ou 4 ans. Mes parents ont constaté que c'était quand même mon jouet préféré, que je m'amusais beaucoup, puis que probablement la musique m'intéressait. Mon Ok. père, C'était lui... pas plus que ça, c'était vraiment par non. observation. Ouais, puis, ouais. Mais ok. tu sais, mon père a été musicien rock pendant longtemps. Ok. Je sais pas si tu savais. Non, mais ça, je ouais, savais c'est pas. ça. Il jouait de la basse électrique et de la guitare. Je chantais aussi un peu. Et il a fait partie de plusieurs bandes, fait beaucoup de tournées, beaucoup de studios. Donc, quand j'étais jeune, il jouait encore de la musique. Là, il fait autre chose, là, mais pendant longtemps, c'était sa carrière. Ok. Et moi, à l'âge de 5 ans, j'ai été à l'école Face parce que, ben, en fait, mes parents cherchaient une école qui pouvait me stimuler autrement. Déjà, à l'âge, quand j'ai fait ma prématernelle à 4 ans, déjà, je revenais chez nous, puis je m'ennuyais. J'aimais pas l'école. Puis Mhm. mes parents ont dit, boy, si ça commence à 4 ans qu'ils n'aiment pas l'école, ça part mal. Donc, ils se sont dit, on va essayer de lui trouver une école qui pourrait le stimuler autrement. Ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être les mathématiques, les sciences, mais ils sont allés visiter l'école Face, qui, bon, c'est une école avec un programme des arts assez majeur, là. On fait beaucoup de pratiques, de travail. On est Mais c'est encore une Ouais. école super active. Il faut Ouais, faut tout quand à même fait. le mentionner Tout parce à que fait. s'il y en a Ouais. qui ont des jeunes enfants qui écoutent et qui se demandent un peu, faites la même démarche que les parents à Stéphane parce que c'est vraiment un bon endroit où aller Absolument. étudier. Puis c'est encore une école publique. Oui. Puis ça a aussi le bon côté d'avoir les 2 commissions scolaires. Je pense que c'est peut-être la seule Je pense que école oui. à Montréal que les 2 commissions scolaires. Donc, le côté français est beaucoup plus grand, mais il y a quand même un côté anglais. Donc, pour le bilinguisme, c'est intéressant. Mais moi, j'y allais vraiment pour tout le programme d'art qui était assez fabuleux, qui est encore assez fabuleux.
Et moi, à l'âge de 5 ans, c'est ça, on fait de la flûte à bec, du xylophone, on chante dans des chorales, on fait des arts visuels, on fait du théâtre, on est très actifs. Et dès l'âge de 7 ans, donc 2 ans plus tard, ma professeure de musique à l'école a décidé que ça serait une bonne idée de me partir sur un instrument à cordes. Elle partait un programme Suzuki à ce moment-là. Et elle s'est dit, ah, je pense que Stéphane devrait commencer un instrument à cordes. Donc, elle a rencontré mes parents. Et c'était très drôle parce que moi, j'étais quand même un enfant assez gêné. J'étais pas, je faisais pas des mauvais coups, là. Et finalement, ma prof rencontre mes parents et lui dit, bon, ah, vous êtes les parents de Stéphane Tétrault? Il faut absolument que vous fassiez de quoi avec cet enfant-là. Là, ma mère a dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Tu sais, elle se posait des questions. Puis finalement, ma prof a dit non, en fait, je pense qu'il a un certain talent pour la musique et je pense qu'il serait bon sur un instrument à cordes. Donc, elle m'a donné le choix entre le violon et le violoncelle. Moi, j'ai immédiatement choisi le violon parce que pour moi, c'était comme plus familier. J'étais allé à l'OSM une couple de fois. Je regardais que les violonistes, là, pour moi. Okay. Puis c'était aussi, bon, plus petit à l'âge de 7 ans. C'est l'instrument qui m'attirait vraiment beaucoup. Et une couple de jours plus tard, elle est revenue me voir, puis elle a dit, bon, Stéphane, je sais que tu veux prendre le violon, mais dans le fond, j'ai besoin que tu prennes le violoncelle. J'ai pas assez de violoncellistes dans mon programme. Alors, par défaut. Alors, par défaut, je suis devenu violoncelliste, mais j'ai quand même tenu mon bout. Je lui ai dit, mais non, en fait, le violoncelle, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux prendre le violon. Elle dit, ouais, mais le violon, je vais te demander de jouer debout des fois, là. C'est pas le confortable. Elle dit, ben, ouais, ben, non. Je dis, ben, non. Moi, je veux le violon. Elle dit, non. Stéphane, t'as-tu remarqué que les violonistes ont une marque sur leur cou? Ah, mon Dieu, OK. Elle a utilisé, elle a sorti les bonnes toutes les cartes. là. Oh. Puis elle a pas dit que les violoncellistes ont souvent une marque genre, sur la poitrine. Là, ça, elle a comme décidé de mettre ce petit détail. Mais finalement, elle a dit, bon, Stéphane, regarde, je sais que tu veux vraiment le violon, mais s'il te plaît, prends le violoncelle et je vais t'acheter un cadeau à la fin de l'année. Et ça a très bien fonctionné. C'était quoi le cadeau? C'était 3 CD de musique classique, je pense, sous étiquette Naxos, style sérénité, tranquillité, tu sais, pour faire des beaux rêves. Là. Et ça t'accompagne encore tous les jours? Ah oui, tous les jours. Mais juste le fait même d'avoir un cadeau, c'était assez pour moi. C'est cool, ouais, tu vois. On a eu... C'était une bonne stratégie. Puis là, tu t'es mis au violoncelle à 7 ans. À 7 ans. Ce qui est jeune, non? Oui, ben, ce qui est quand même jeune, mais au début, c'était pas une grande passion, j'aimais ça, mais c'était plus un passe-temps. Je faisais ma pratique tous les jours, mais tu sais, je pratiquais 15-20 minutes. J'étais tanné, c'est assez normal. Là. Puis mon papa, en fait, ça a été vraiment l'instigateur, puis celui qui m'a inspiré beaucoup pour pratiquer, ne serait-ce que par ses talents de musicien. Tu sais, il pouvait prendre une guitare, il pouvait prendre une basse, puis m'accompagner. Donc, au lieu de faire... C'est lui qui supervisait un peu la pratique. Parce que souvent, je le dis, tu sais, derrière tous les musiciens qu'on connaît professionnels classiques aujourd'hui, au moins 92% du temps, il y a un parent qui se cache en arrière. Il en faut un. Oui, exactement. Donc, lui, il a pratiqué avec moi pendant longtemps. Donc, au lieu de faire 20 minutes, ben, j'en faisais 40. Puis, tu sais, ça s'additionne. Ben ouais. Et finalement, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à étudier avec Yuli Turovsky. Okay. Et lui a été mon prof pendant 10 ans, mais pendant les 2 ou 3 premières années, mon père était quand même dans la salle de cours, prenait plein de notes. Puis finalement, il revenait chez nous. Puis là, il essayait de comprendre ce qu'il avait écrit. C'est toutes les mêmes choses. Ma mère faisait ça, elle venait au cours, prenait des notes. Puis souvent, mon prof disait toujours, il dit, je vous donne un cours, Madame Lambert. Hein. Il dit, je vous donne le cours pour ensuite l'enseigner. Puis c'est vraiment... c'est sûr. Est-ce que c'est une drôle de question. Est-ce que ton père est déjà pour la fun pris le violoncelle puis essayé? Tout à fait. Il a dit qu'il n'a jamais eu autant mal de sa vie. Ah ouais, mais il savait quoi faire quand même, parce qu'après l'avoir entendu plein de fois en leçon... Ouais, mais je te dirais la main gauche, c'était assez facile pour lui, compte tenu qu'il jouait... Bon, c'est ça, mais l'archet,
c'était très étranger, là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Donc, lui, il était présent là, puis c'est à l'âge de 9-10 9 que là, ans, oui. t'étais seul dans les leçons, tu revenais avec Ouais, peut-être plus 11-12 11 même. c'est ça. Ouais. Puis à ce moment-là, je passais mon temps avec Yuli, tout seul. Je revenais, je pratiquais quand même dans la même pièce que mon papa, qui à ce moment-là avait commencé à faire des sites web, ce qu'il fait toujours. OK. C'est sa profession. Donc lui, il travaillait à l'ordi dans son bureau. Moi, je pratiquais à côté de lui, mais mon papa n'était pas impliqué dans ma pratique, mais le fait d'avoir quelqu'un qui m'écoutait, Ouais, OK, là. même inconsciemment, c'était assez pour me stimuler puis pour m'inspirer à donner plus. Ouais, c'est ça, puis d'essayer de te corriger plus rapidement, puis c'est drôle, hein, c'est drôle de juste avoir la présence de quelqu'un, de se dire, faut que je le fixe, ce petit bout-là, au lieu de le laisser traîner puis de fabuler. Là. Voilà, c'est bon, wow, c'était un excellent projet. Et donc, le temps passe, et là, donc, si on est à 9, on est à 7, donc jusqu'à l'âge de 17 ans. Tu as travaillé avec Yuli. Tu as fait l'école secondaire à quel endroit? J'ai continué à Face. Donc, j'ai fait mon école jusqu'à Face, secondaire 2 à Face. OK. Ensuite, j'ai fait une année à la maison. OK. Parce que j'étais quand même déjà assez occupé avec les concours, les concerts commençaient, la carrière commençait. Je manquais un peu de temps de pratique, honnêtement. Donc, secondaire 3, j'ai fait à la maison. Et ensuite, secondaire 4 et 5, c'était un arrangement un peu particulier. Ma mère, à ce moment-là, travaillait pour la commission scolaire et elle connaissait quelques directeurs ici et là. Donc, elle travaillait souvent à une école dans NDG qui s'appelle Royal Vale School. Okay. Et c'est une école, tu sais, concentration sciences et maths. Là. C'est vraiment pas, c'est pas la musique là, qui prime là-bas. Sauf que elle avait demandé au professeur, surtout au directeur en fait, si on pouvait avoir du matériel scolaire. Parce que moi, j'étais l'année de la réforme. Puis à la maison, c'était assez difficile d'avoir le matériel à jour, tu sais. Donc, mettons en secondaire 3, alors que d'habitude, ma moyenne était quand même pas pire, mais en secondaire 3, j'ai quasiment coulé mon examen de mathématiques. Donc, ça m'a fait un petit choc, mais c'est surtout parce que j'avais pas étudié les bonnes affaires, tu sais. Donc, finalement, le directeur à Royal Vale est revenu vers ma mère et lui a dit, ben non, on ne pourra pas lui donner du matériel scolaire, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'il vienne à l'école, ici. Ma mère a dit, ouais, il ne peut pas venir tous les jours. Là. Il est parti pour des concours, il y a des concerts. Il se promène. Donc, le directeur a dit, ben, il peut venir à quelle fréquence? Et ma mère a dit, ben, mettons une fois semaine, genre maximum. Puis il a dit, ah, il peut faire ça, pas de problème. Il a dit, il peut faire ça, mais il faut qu'il soit à jour avec ses travaux, il faut qu'il communique avec ses professeurs par courriel, et il faut qu'il soit autonome, puis quand il va venir à l'école, il fera ses examens. Fait que c'était quand même une grande responsabilité. Surtout, j'avais 15 ou 16 ans. Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est vraiment ce qui m'a permis de compléter mon secondaire. Parce que autrement, avec les activités professionnelles, ça aurait été difficile quand même. Quand tantôt tu disais, il me manquait du temps de pratique. Ouais. Là, tu étais rendu à ces années-là, justement, de concours, de concerts, tout ça. C'était combien de temps par jour que tu te dédiais? Un bon 4-5 heures. 4-5, t'étais déjà rendu dans ça. Ouais, fait que si j'allais, mettons, au moment où j'allais encore à l'école Face, on finissait assez tard à Face, des fois vers 3h30, même 4h30. Okay. J'étais impliqué dans tous les ensembles. Ouf. Donc, il y avait l'orchestre de chambre, l'orchestre symphonique, j'aidais avec les orchestres juniors, intermédiaires, tu sais. Puis, en plus de ça, il y avait les devoirs. Fait que là, tu sais, rendu à 9h le soir, quand tu commences le lendemain à 7h30, là, non, c'est difficile. Là. C'est ça, j'avais pas le temps de pratiquer. Fait que ça, c'était plus une réalité pour moi. Ben ouais. Cela dit, c'était quand même un sacrifice, tu sais. Ben ouais. Parce que tous mes amis là, étaient à Face. Donc, j'ai fait le choix de les voir moins. On se voyait ailleurs, mais à l'école, je les voyais plus. Et je me suis fait des amis à Royal Vale, même si j'y allais très peu souvent. Mais j'ai eu comme une classe tellement conciliante, tellement
tellement gentille, tellement accueillante. Tu sais, moi, à leur place, j'aurais vu un jeune gars là, qui arrivait une fois semaine, une fois ou 10 jours. Là. Je me serais posé des questions. Là. Je me serais dit, mais pourquoi lui, il peut, puis nous autres, on peut pas. Tu sais. Mais ils ont été incroyables. Ils ont fait le contraire. Mais tu étais chanceux. Oui, quand même. vraiment. C'était une bonne opportunité. Tu peux rester focusé. Tu as aussi des parents qui étaient all-in avec ce que tu faisais, ce que tu as envie de faire. Donc, ça, c'est quand même cool. Après, secondaire termine. Là, c'est cégep, université. Je sais pas trop qu'est-ce que tu as fait finalement. Ben, je suis allé à l'Université de Montréal. J'ai fait mon baccalauréat là-bas avec Yuli. Okay. Donc, lui, en fait, il est décédé en 2013. Ouais. En janvier 2013, alors que je complétais mon bac en mai 2013. Okay. Donc, la dernière session, je l'avais pu comme prof. Moi, il y avait une professeure qui m'intéressait vraiment beaucoup à l'Université de Montréal, puis ce n'était pas une violoncelliste, c'est une altiste, en fait, que tu connais, Yuta Programmer Studio, qui est une formidable musicienne, mais j'avais vraiment envie de travailler avec elle. Okay. Donc, exceptionnellement, j'ai posé la question à l'administration, à la direction. Je dis, ça se pourrait-tu compléter un baccalauréat avec quelqu'un d'autre qu'un violoncelliste? Mais ça, c'est parce que je fais le tour des fois, je fais le tour de ta bio, mais ça, tu l'as pas, c'est pas indiqué, c'est un peu secret, ça, non? Ah, non, c'est pas secret, mais c'est peut-être la version de la bio que je t'avais envoyée, par exemple. Parfait. Excuse-moi, parce que moi, je suis vraiment en train de l'apprendre à l'instant. Oui, je vais t'envoyer une nouvelle bio. Non, tu m'envoies la version courte. C'est vrai que c'est pas nécessairement l'élément central, mais je trouve ça parfait. OK, cool, parfait. Donc, tu as travaillé... Donc, c'est elle qui t'a aidé à cheminer vers ça pour terminer. Là, exactement. Et par la suite, j'avais tellement aimé travailler avec elle que j'ai fait une maîtrise avec elle. OK, également. Wow. Ouais. OK. Oui, fait que j'ai vraiment aimé mon temps. Ça a été assez révélateur, j'ai trouvé, sur comment faire de la musique. C'est drôle à dire, là, mais c'est vraiment une artiste dans l'âme, j'ai trouvé, et... De pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin des conventions de violoncellistes ou des traditions, devrais-je dire. C'était intéressant d'avoir un regard nouveau sur un répertoire qu'elle connaissait moins, forcément. Mais d'avoir un regard vraiment de musicienne, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Oh, wow. Puis donc, tu as complété ce diplôme-là, encore une fois, en faisant des compétitions, en faisant des trucs, tout ça. Oui, ben les compétitions, j'avais assez... j'en avais fait beaucoup, puis j'ai un peu arrêté plus vers l'âge de 19 ans, je te dirais. Donc ça s'est arrêté là. Oui, puis j'ai continué plutôt les concerts. Ouais. C'est à travers ma maîtrise, et après, j'ai fait beaucoup de classes de maître et de stages en Europe, aux États-Unis aussi un peu. Et j'ai eu quelques pédagogues qui m'ont suivi quand même pendant un bon bout de temps, dont Gauthier Capuçon, par exemple. J'ai fait sa classe à Paris. Donc ça a été très, très aussi formateur. Mais c'est ça, Utah, ça a été vraiment le pilier dans ma vie musicale après le bac. Oui, je comprends. Des concours, parlons-en un peu. Il y a bien du monde que ça détruit leur confiance. C'est l'immense stress. Toi, c'était quoi les concours? Moi, tu sais, j'ai trouvé que les concours étaient très formateurs pour moi. Je pense que c'était important d'en faire, surtout à un jeune âge. Donc, j'ai fait beaucoup de concours locaux, provinciaux, nationaux. J'ai fait quelques concours internationaux. J'ai fait Genève, j'ai fait Paris, le concours Rostropovitch dans le temps, qui n'existe plus. J'ai fait le concours Tchaïkovski, qui était à Moscou à ce moment-là. J'en ai fait quand même plusieurs aux États-Unis. Honnêtement, je retiens quand même une expérience positive des concours, surtout pour le cheminement que ça m'a donné, que ça m'a forcé à faire. Forcé, c'est un drôle de choix de mots peut-être, parce que c'était vraiment mon choix de faire un concours. Mais veux pas, il fallait que je me dédie longtemps, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs mois, à apprendre une quantité de répertoire complètement débile. Ouais. On le sait, là, des fois, je pense que le concours de Genève, c'était 4 ou 5 rondes. Donc, tu sais, là-dedans, tu as comme 2 concertos, 2 programmes de récital, du bac solo, du solo contemporain ou moderne. Ça finissait plus, en plus d'une création.
C'est très exigeant, imposé, puis imposé, mais on s'entend aussi que même si tu te rends pas en finale, ce qui était mon cas, je me suis pas rendu en finale, mais il faut quand même que tu maîtrises ton concerto de la finale parce que tu n'auras pas le temps de l'apprendre dans 2 jours à Genève. Donc, pour ça, je trouve qu'à chaque fois, j'ai pu faire un concours, j'ai vraiment changé de niveau. J'ai vraiment monté une coche dans mon jeu, même, je dirais, dans ma confiance en moi. J'avais quand même un réseau de personnes qui pouvaient booster ma confiance, même si j'avais pas le résultat souhaité, mettons. Donc, tu sais, le regard, en fait, de Yuli, particulièrement sur les concours, c'était « on va les faire ». Le résultat n'est pas l'objectif. Le résultat, en fait, je devrais dire peut-être l'objectif n'est pas le résultat, mais l'objectif, c'était de changer de niveau, changer de grade, s'améliorer, pratiquer fort, puis de monter notre propre confiance en soi. Après, si le résultat suivait, tant mieux. Si ça ne marchait pas plus grave que ça. OK. Parce que c'était pas la... Mais t'as dû avoir quand même certaines frustrations des fois dans des concours. C'est sûr. Puis des fois, puis Dieu sait qu'il y a de la politique dans ces trucs-là. En plus, absolument. Quand on est jeune, on le sait pas trop, ça. On pense, j'ai super bien fait, c'est correct. Puis là, à un moment donné, tu commences à te rendre compte que ça embarque là-dedans. Et des injustices qui se pointent inévitablement. Mais ça t'a quand même t'es resté dans ce réseau-là, dans ce circuit-là de concours jusqu'à... Parce qu'il y a quand même un âge où est-ce on doit arrêter, même, je crois, c'est des 22, 23 ans peut-être, en violoncelle. Ah ouais, des fois jusqu'à 30 ans. Ah oui, jusqu'à 30 ans, OK, ça existe encore, des concours qui vont si loin. Je serais peut-être même capable d'en faire un dernier. Ouais, vas-y donc. Ouf. Mais Mais comme tu dis, t'as été chanceux parce que t'as eu un prof qui t'a pas... qui dépendait pas de ça, qui voulait pas nécessairement justement les médailles, le prestige de chaque concours, il voulait juste que tu deviennes meilleur. Tu étais chanceux parce qu'il y a bien des profs aussi, des fois, qui prenaient ça super personnel, puis qui voulaient justement se valoriser avec ça. Puis, Ah oui, tout à fait. Ça existe, ça existe. J'ai vu plein de situations vraiment, vraiment tristes, mais j'étais très chanceux d'avoir un prof qui considérait que les concours étaient une étape importante d'un cheminement de l'éducation musicale ou de carrière, mettons. Mais c'était pas une situation déterminante dans le développement d'une carrière. Si là, on n'avait pas le résultat, ça voulait pas dire qu'on pouvait pas faire des concerts par la suite puis faire des tournées. Là. Non. Il y a d'autres façons de se rendre là. Exact. Et t'en as... Ben écoute, je sais que t'en as gagné des concours, t'as eu plein de trucs comme ça, mais il y a quand même eu la fin des études. Oui. Mais parallèlement, comme tu dis, à travers les concours, des concerts s'inscrivaient ici et là. Et il y a eu le moment, le fameux shift, si je peux dire ainsi, où là, t'es maître de ta personne, tu dois prendre tes propres décisions musicales, artistiques, quel projet que je fais, quel projet que je fais pas. Ça, c'est arrivé à quel âge, ça, à peu près? Eh bien, honnêtement, je pense que, encore une fois, Yuli m'a quand même formé dans mon autonomie à travers les années. Donc, oui, évidemment, même sur un... Comment je dirais ça? Même si sur un point juste de choix musical, un choix de phrasé, mettons, il n'y avait aucun intérêt pour lui de créer des petits Yuli. Okay. Pour lui, c'était « amène-moi ce que tu ressens ». Amène-moi ce que tu imagines, puis on va travailler là-dessus. Fait que c'était beau parce que il pouvait avoir 3 élèves qui jouaient le concerto de Dvorak, puis c'était pas la même interprétation. Okay. Lui, il allait il y avait pas piger... Il y avait pas le moule. Il allait piger dans ce qu'il y avait de plus beau chez toi, puis ce que tu voulais exprimer, puis ensuite, il bonifiait ça ou il faisait en sorte que ça devienne plus convaincant. OK. Mais après, pour des décisions de projets musicaux ou de carrière, c'est sûr que j'avais déjà beaucoup d'idées. Je les développais parce qu'il m'encourageait à les développer. Mais c'est sûr qu'à partir de son décès, là, j'ai eu forcément pas le choix là, d'être encore plus autonome.
Yuli a été quand même malade pendant plusieurs années. Donc, à travers tout ça, il m'a quand même préparé à cette éventualité-là. Il savait que j'aurais d'autres professeurs, mais il savait aussi que j'aurais besoin de direction artistique moi-même, que je puisse manifester tout ça à partir de moi-même et de mes envies, mes passions, mes choix. Et ça, je pense qu'il m'a quand même très bien équipé dans tout ça. OK. Le premier disque qui sort, c'était avec Fabien Québel et l'Orchestre symphonique de Québec. Je m'en rappelle encore parce que je l'avais chroniqué à Radio-Canada. J'avais beaucoup aimé. Et c'était quand même assez fou parce que c'est la première présentation sur disque, je parle, de toi, c'est avec orchestre symphonique. Tu sais, c'est un gros coup, on pourrait dire, parce que souvent, même les solistes, je pense même le concours de Chopin de piano, leur premier disque professionnel, c'est un récital solo au piano. Toi, c'était la grosse affaire, l'orchestre qui est en arrière. Non, mais c'était quand même, ça en jetait, là. Je veux dire, c'était assez impressionnant, puis ça n'empêche que ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. T'sais. Et je me suis encore, quand je l'avais écouté, je me disais, OK, donc, l'idée que je me faisais de toi dans ça, je disais, OK, lui, il veut être soliste. C'est soliste, le rôle, ça va être Stéphane Tétrault, violoncelliste, soliste. Fin de l'histoire. C'était ça pendant quelques années. Quand même, si je me trompe. Écoute, corrige-moi au tir. Oui, ça a été ça. Oui, ça a été ça. Je faisais beaucoup de récitals puis de musique de chambre parallèlement à ça, mais c'est sûr que mes projets de soliste étaient peut-être plus mis à l'avant. À l'avant, oui, parce qu'après, tu as été allé à Philadelphie. Oui. Tu as fait, tu sais, c'est un peu dans ces années-là, tu as eu un don de violoncelle qui c'est quand même assez important. Tous ces événements-là, on y reviendra. Et quand même, à un certain moment, tu t'es un peu détaché de ça, justement. L'idée, je pense, de soliste, puis de t'aller beaucoup dans de la collaboration. Mm-hmm. Moi, je suis curieux d'entendre ton cheminement là-dessus. Est-ce que quand je te dis justement que c'était ça, le soliste, est-ce que c'était ça c'était ça qui était dans ta mire? Oui, t'as totalement raison. Moi, en fait, je pense que c'est une histoire que j'ai jamais racontée publiquement, en fait. Mais aujourd'hui, je vais la raconter parce que c'est super intéressant. Puis c'est aussi... en fait, ce qui est arrivé, toute l'histoire, c'est que moi, j'avais fait un concert avec Maxime Vengerov et Musici pour leur 30 ans ou 20... 30 ans? Oui, 30 ans d'anniversaire. J'avais été le soliste. Bon, c'est grâce à tout ça que j'ai pu rencontrer Madame Desmarais, qui m'avait vu passer au téléjournal en entrevue. Bref, ça, c'était une belle partie de l'histoire. Il y avait aussi le fait que j'avais commencé à discuter avec Anna Lecta, suite à ce concert-là, de faire un disque. Et c'est plus sur cet aspect-là que c'est ça que je veux m'attarder parce que j'ai pas beaucoup compté ça. Finalement, le plan avait été de faire un disque en récital, donc violoncelle et piano, un peu comme tu disais à la tradition là, d'un premier album. Et c'était moi, du haut de mes 17 ans, à ce moment-là, qui a insisté sur le fait que ce soit avec orchestre. Bon, moi, c'est sûr que du haut de mes 17 ans, encore une fois, j'étais conscient mettons, du budget requis pour tout faire ça. Mais là, aujourd'hui, j'en suis vraiment plus conscient. Donc, je dirais pas que... Je pense pas que j'étais effronté, mais j'étais quand même très convaincu de mon affaire. Et j'ai insisté auprès d'Anna Lecta que ce soit un disque avec orchestre ou rien. Ensuite, j'ai été nommé Révélation de Radio-Canada en 2011. Et même discussion avec la directrice à l'époque, qui était Christiane Leblanc, qui vient de prendre sa retraite du concours musical international de Montréal. Et à l'époque, la première rencontre que j'avais eue avec Christiane, alors que maintenant on est de grands amis, là. Puis la première rencontre où elle me dit, pour une révélation, il faut un peu que tu aies un album. Je dis, ouais, super, on va faire un album. Elle dit, un disque avec piano, là, ce serait beau. Je dis, ouais, non, moi je tiens vraiment à mon disque avec orchestre pour le premier. Et honnêtement, je pense que je voulais me démarquer
comme soliste, mais je trouvais que c'était un bon move de carrière. Je trouvais que c'était un bon choix. Je pense encore que c'est l'été. Ouais, ben je pense que c'était la façon d'avoir le plus d'impact au début. Bien que je savais très bien à l'intérieur de moi-même là, que c'était pas juste des concertos qui m'intéressaient. Là. Moi, j'adore la collaboration depuis que j'ai 12 ans. Mais pour le premier disque, j'étais comme ouais, surtout Concerto de Saint-Saëns et Variations Rococo de Tchaïkovski, c'était quand même des pièces que j'avais eu la chance de jouer énormément jusqu'à ce moment-là. Donc j'ai dit, je pense que c'est le temps de les indiquer. Donc j'ai eu cette discussion avec Christiane et je lui ai dit encore une fois que c'est soit un disque avec orchestre ou rien. Et honnêtement, elle a été un peu saisie. Elle trouvait ça un peu prétentieux. On se connaissait pas, tu sais, je la comprends. Puis finalement, ça a comme mijoté un peu dans sa tête. Quelques mois plus tard, évidemment, il y a des fins d'année fiscale, de budget à Radio-Canada. Des fois, il y a des restants, des fois, il n'y en a pas. Et finalement, elle, comme directrice d'Espace Musique à l'époque et de Bande à part, elle pouvait voir ça. Puis finalement, elle a vu qu'il y avait un peu de lousse. Fait qu'elle a pensé à moi, puis à mon projet qui se pouvait pas. Puis elle m'a appelé. Puis elle a dit, bon, Stéphane, ton disque avec orchestre, on va le faire. Je suis comme, ah ouais. Fait que là, tu sais, c'est vraiment... S'il y a une personne à remercier pour ce disque-là, c'est Christiane Leblanc. Ça n'aurait pas été possible sans elle. Ben oui. Donc, finalement, on l'a fait avec l'OSQ. Mais comment elle a fait? Parce que c'était... Il faut comprendre la logique de ça. Donc, t'as été obligé de jouer en concert avec l'OSQ, ce répertoire-là, parce que, tu sais, faut que l'orchestre, pour payer l'orchestre, la meilleure façon, c'est de programmer une œuvre. Oui, mais on l'a fait tout en studio. On est allé tellement contre la façon logique de faire les choses. Mais explique alors, c'est quoi? Ben oui, on l'a fait en studio sur 3 jours. Sur 3 jours? Oui, on a fait 3 jours, une répète le matin de la première journée. OK. On a répété surtout le Concerto de Saint-Saëns, un peu Tchaïkovski. Ça a servi de prise de son. Et par la suite, on a eu 4 sessions. 4 sessions? Oui, c'est pas beaucoup. Ça a été express. J'ai dû être préparé. C'était mon premier contact avec l'OSQ, mon premier contact avec Fabien également. Donc, il y avait beaucoup d'inconnus. C'était mon premier... J'avais fait beaucoup d'enregistrements maison, parce que mon père faisait aussi de la captation sonore. Donc, souvent, on avait fait des démos, puis j'avais déjà 2 petits CD maison. Mais comme CD commercial, CD professionnel, c'était ma première expérience. Je me souviens, j'avais joué la veille à la Fête nationale à Montréal. Là. Puis, tu sais, on a fini super tard, puis je commençais à enregistrer comme à 9h le lendemain matin à Québec. On a fait la route. C'était vraiment express, mais il fallait absolument que je sois préparé à mon affaire. Et c'est ça. Mais c'était le premier contact avec Carl Talbot, qui, depuis, a fait la grande majorité de mes enregistrements, mais il y avait tellement de premiers contacts, là, c'était quelque chose. Ça devait être aussi stressant. Oui, c'était stressant. Quand on parlait de stress, là, c'est pire qu'un concours parce que c'est comme le temps est contre toi. T'as pas le temps de niaiser. T'as pas le temps de niaiser, il faut que tout rentre, il faut que tu sois prêt. Il n'y a pas vraiment de place aux accidents. Puis c'est drôle parce que, tu sais, oui, c'était pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de temps. Oui. C'est ça qui est curieux pour un disque de concerto, surtout connaissant que la grande majorité des choses, comment on enregistre un disque de concerto aujourd'hui, beaucoup de gens vont juste enregistrer la partie d'orchestre et vont faire la partie soliste après. T'sais. Ça, c'est une grande mode. Là. Oui. Je sais pas combien de disques qui sont faits maintenant comme ça. Honnêtement, juste à cause des coûts. T'sais. Ben oui. Donc, une session, on enregistre tout le concerto et après, le soliste prend son temps pour coller les choses là-dessus. C'est sûr que c'est pas le même contact, c'est pas la même chose. Mais comme tu le dis, c'est comme c'est extrêmement cher. Donc là, écoute, ce disque-là arrive et là, la machine, d'une certaine façon, est lancée. Je veux dire, comme tu dis, c'est ta première carte de visite. Les gens font OK, deux grosses œuvres. Ils se lancent là-dedans et
Et là, après, est venu le disque avec piano, si on peut dire. Oui. C'était avec... Marie-Ève Scarfone. Avec Marie-Ève, hein, qui n'est plus ici, qui est non. rendue en Europe. Je m'ennuie beaucoup. Qui a une super carrière. C'est vraiment, ça se passe bien pour elle. Oui. Elle aussi, elle a quand même des bonnes histoires avec des revirements qui se sont établis. Et là, on arrive aujourd'hui, parlons plutôt maintenant là. Les projets vont vraiment dans toutes sortes de directions. Tu arrives avec toutes sortes de collaborations piano, beaucoup avec Harp, entre autres, avec une amie en commun avec Valérie Milot. Comment tu structures tes projets maintenant? C'est parce que tantôt tu disais, Yuli il m'a aidé à être autonome là-dessus. Mais quand tu pars sur un projet, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu fais de la recherche? Est-ce que tu passes sur un thème? Est-ce que même, c'est bizarre à dire, as-tu un conseiller ou une conseillère, quelqu'un qui te guide un peu là-dessus, qui te dit, ou tu fais de la recherche par toi-même, tu lis beaucoup, tu regardes des films. Je suis un peu curieux de voir honnêtement, un peu de tout ça. Okay. J'ai pas de conseiller en soi. Cela dit, j'ai beaucoup de personnes qui me conseillent. J'ai un beau réseau d'artistes, d'amis, de professionnels du milieu qui sont même pas musiciens, mais j'aime beaucoup discuter de tout ça avec eux. J'aime beaucoup cet échange-là. En plus de ça, oui, je pense que ça commence surtout par une envie d'exprimer quelque chose, en général. Que ce soit par mon projet Transfiguration avec Valérie, que ce soit par le projet de Debussy avec Olivier Babouchard, qu'on vient de lancer il n'y a pas longtemps, ou même le projet Suite Tango avec Denis Plante. Ce sont tous des projets qui partent d'une envie d'expression, d'exprimer quelque chose. Par exemple, moi, la musique de tango, ça me passionne, j'ai toujours aimé ça. J'adore travailler avec Denis et la collaboration est au cœur de ce projet-là. Même si c'est lui qui signe toutes les pièces, là, puis les arrangements, il y a quand même, c'est ça, une composante de collaboration qui m'intéresse beaucoup. Et je pense que c'est vrai pour mes autres projets. Une chose que j'aime quand même beaucoup ces jours-ci, c'est de faire des projets... pas juste des projets d'un soir, de faire des projets qui peuvent durer dans le temps, que ce soit au niveau de la création, de la production ou de la tournée. Pour moi, c'est devenu plus... mais quand tu dis dans la création, ça veut dire que le projet puisse se modifier, puis ça... Oui, puisse se modifier, ou mettons, pour le projet Debussy, Images oubliées, on a créé, je pense, 135 minutes d'arrangement des œuvres de Debussy. C'est Olivier qui a vraiment signé les arrangements, mais il y a eu, encore une fois, de la collaboration là-dedans. Il y a eu des résidences de création, il y a eu un enregistrement, il y en a d'autres à venir. C'est là que tu parles de processus. Processus créatif. De l'expérience. Exactement. Puis après ça, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir tourner un projet plus d'une fois. Ça m'a toujours un peu désolé comme d'avoir... autant de temps à passer sur une œuvre ou à prendre une œuvre ou à reprendre une œuvre pour le faire une fois en concert. Tu sais, surtout quand on parle de création, que ce soit un concerto ou une œuvre de musique de chambre. Ce qui arrive souvent. Oui, ce qui arrive souvent. Ce qui arrive souvent, puis tu sais, je continue à en faire, puis c'est important, puis je tiens, mettons, à la création canadienne. Mais ce qu'on fait avec, mettons, Transfiguration, Valérie et moi, c'est à 99% de la musique canadienne, avec l'exception du signe de Saint-Saëns là, qui se place dans ce projet-là. Mais ce qui est cool, je pense, c'est de pouvoir refaire ce projet-là et rejouer ces œuvres-là parce qu'elles sont tellement fantastiques, tu sais, de pouvoir propager ça à travers le Québec, à travers le Canada. On travaille sur du développement international, mais ça me fait plaisir de voir qu'un projet ou un album puisse être tourné. Ça, j'aime ça. Ces jours-ci, j'aime beaucoup ça. Et ça me permet aussi de me concentrer sur d'autres projets qui vont prendre du temps, comme on a fait la création d'un concerto pour violoncelle et harpe de Denis Goujon en février à l'OM avec Nicolas Ellis.
Et ça a été fantastique. On a pu le faire quand même 3 fois avec 2 fois en en tournée. C'est déjà bon. Même. C'est déjà bon. Mais tu vois, ça, on a travaillé quand même des mois, des semaines avec Denis Goujon à développer les parties solistes. Bien que Denis est tellement phénoménal qu'il n'y a pas grand-chose à corriger. Là. Mais il est vraiment bon. Mais c'est quand même une œuvre nouvelle. Puis on le fait 3 fois, mais une tournée, mettons. Ce qui est super, mais le fait d'avoir des projets à l'extérieur, pour moi, qui tournent, me permet aussi de prendre du temps à me concentrer sur des créations comme ça, qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont peu jouées. Même si on essaie beaucoup de propulser ça puis les refaire, mais souvent, on les fait une fois, peut-être 2, puis après, c'est difficile de les reprogrammer. Puis qu'est-ce que t'aimes dans la tournée? T'aimes la tournée? Oui, j'aime la tournée. T'aimes la tournée? Donc, t'es pas trop casanier, t'aimes bien te Oui, promener les salles qui sont pas toujours confortables. C'est vrai. C'est pas toujours les meilleures conditions. Non, pas les meilleures conditions, mais t'aimes cette rencontre-là. C'est-tu la rencontre du public que t'aimes? Oui, le public, les équipes aussi, des diffuseurs, souvent, c'est beau de les revoir après avoir travaillé avec eux pendant... Maintenant, ça fait peut-être 10 ou 12 ans que je fais ça. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir la réaction du public. C'est beau de pouvoir échanger, je trouve, avec le public. En fait, je pense que le partage est au cœur de ce qu'on fait en tant qu'artiste. Et ça me nourrit beaucoup, et de pouvoir aussi collaborer avec des artistes fabuleux, mais qui sont aussi des amis. Ça aussi, ça me nourrit énormément. Et c'est beau de voir, tu sais, un aparté, mais mettons Transfiguration, c'est quand même un projet, on pourrait le qualifier de musique contemporaine, vu que les compositeurs sont vivants. Ouais. On est quand même dans la musique très accessible. Mais c'est aussi présenté dans un cadre différent, avec beaucoup de visuels qui peut-être nous permettent de justement faire ce projet-là en tournée, puis d'aller ailleurs, partout avec ce projet-là. Mais ce que j'adore, c'est que on voit, tu sais, on est allé en région, dans le Québec, plusieurs fois avec le projet, puis d'avoir des commentaires à la fin ou des personnes qui nous disent « Ah ouais, mais tu sais, quand j'ai vu le programme, je trouvais ça un petit peu aride. J'avais un peu peur. Mais je me suis acheté un billet pareil. Puis là, ils sont venus, puis ils voient le concert, ils voient le show, puis ils viennent nous voir après, puis c'est comme, mais là, on est capotés. On a tellement aimé ça. Ouais. Puis ça, c'est une bonne leçon, je pense, pour nous de... c'est possible de pas juste refaire le concerto de Dvorak. Ça se fait. Oui, ça se fait. Fait que je trouve ça intéressant. Puis il y a plein de gens qui travaillent fort à trouver justement une formule ou une nouvelle façon de proposer quelque chose qui peut être attirant, mais pas non plus dans l'objectif d'être attirant, mais peut-être aussi juste d'offrir justement une nouvelle vision. Tu sais. Donc ça, c'est quand même cool. As-tu une liste, un to-do list de choses musicales que tu veux faire qui n'est pas accompli encore? Est-ce que tu as comme une espèce de truc, tu dis, ce concerto-là, je ne l'ai pas encore fait. Cette sonate-là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je la fasse à un moment donné. Ou tu laisses le temps couler, puis tu fais, quand ça se présentera à moi... Je dis ça pourquoi je dis ça? Ouais. Ben, parce que des fois, on lance une bouteille ici au micro, puis on ne sait pas qui l'écoute puis comment ça peut déboucher, mais je suis curieux de savoir même... Là, je parle juste, mettons, de répertoire. Après, on parlera de collaboration parce que c'est sûrement qu'il y en a. Mais en termes de répertoire, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Il y en a quand même beaucoup. Au niveau des concertos, il y a la symphonie concertante de Prokofiev que je n'ai jamais joué. OK. Mais j'ai travaillé un peu. C'est ça, tu l'as travaillé, mais tu ne l'as pas performé. Moi, c'est ça. Je l'ai travaillé, mais... Mettons, si je la jouais, oui, il faudrait que je passe quelques heures là-dessus encore. Mais ça, c'est une œuvre qui n'a pas été programmée encore. Et ça a failli être programmé l'année prochaine, mais ça n'a pas marché finalement au niveau des dates puis du répertoire. Mais ça, c'est une œuvre que j'aimerais beaucoup majeure aussi, là. Ouais, puis qui est peut-être l'œuvre la plus difficile, je pense, pour violoncelle. En tout cas, parmi les œuvres les plus difficiles, là, ça, c'est vraiment du sport, jouer cette œuvre-là. Donc ça, pour les concertos, je pense que c'est pas mal le concerto principal là, qui
occupe mon esprit. Ah ouais? Sinon, au niveau des sonates, il y en a plein. La sonate de Britten, par exemple, je l'ai jamais joué. OK. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Il y a un projet aussi pandémique sur lequel j'ai travaillé avec Olivier, mais qui n'a jamais vu le jour finalement. OK. Un projet qui s'appelait Lieux retrouvés, qui est aussi très musique contemporaine. Il y avait aussi des créations québécoises là-dedans. On faisait du Thomas Adès, puis plein d'affaires, là, Sareo, plein d'affaires. Mais c'est ça, c'est un projet que, là, Debussy prend beaucoup de place, fait qu'on se concentre là-dessus, mais peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être bien. Mais oui, je manque pas de projets, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Voilà, je comprends. Et collaboration. Là, je sais que tu es assez ouvert à amener le violoncelle dans d'autres sphères artistiques, de mélanger des trucs. Est-ce qu'il y a des formes d'art dans lesquelles tu aimerais justement, je sais pas, t'amuser un peu? Étrangement, je pense rapidement, parce que souvent c'est exécuté, c'est fait là-dedans, mais tu sais, danse et violoncelle, c'est quelque chose qui se marie souvent. T'en as-tu fait ça un peu? J'en ai fait un peu, mais très peu. Très peu. Oui, très peu. Est-ce que des collaborateurs, justement, avec qui que tu admires, que tu souhaiterais travailler? Oui, ben, il y en a plein. Mais oui, des danseurs, ça pourrait être vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer là-dedans. Des artistes multidisciplinaires aussi, ça m'intrigue en général. Ouais. Là, il y a plein de choses qui me tentent, pour vrai. Après, il suffit de trouver le temps. Oui, ça c'est sûr. Parce que les gens comprennent rarement que nos horaires de musiciens sont souvent bookés 2, parfois 3 ans en avance. Oui. Puis c'est difficile à comprendre, ça, parce que pour la plupart des gens, je veux dire, c'est l'exécution des tâches pour un travail souvent à la semaine, au mois ou des trucs comme ça, mais nous autres, c'est tellement... Tu as plusieurs cahiers d'agenda là, que tu traînes pour savoir, puis ça peut amener bien de la confusion. Là. Mais je pense que, honnêtement, parmi les projets, je sais pas si je peux utiliser ce terme-là pour ce qui me tente beaucoup ces jours-ci, mais l'enseignement. Honnêtement. Mais là, j'avais hâte qu'on en parle de ça. C'était ça ton prochain sujet. Mais est-ce que ça fait partie du paysage? Oui, ben, ça a déjà fait partie beaucoup. J'avais quand même eu des étudiants en privé avant la pandémie. Ça, j'ai été quand même assez occupé à ce niveau-là. Sinon, je continue à faire beaucoup de classes de maîtres qui... Bon, c'est quand même une forme d'enseignement, bien que ce soit très différent d'un enseignement continu. Mais ça, pour moi, c'est toujours important quand je voyage, que ce soit pour visiter un orchestre ou une nouvelle ville. Oui. J'aime beaucoup donner une classe de maître et de rencontrer les classes de violoncelle là-bas. Mais sinon, oui, j'aimerais beaucoup enseigner plus. En privé, j'ai un peu lâché ça depuis la pandémie, question d'horaire. Ouais. Mais je pense que... Mais travailler dans une université, par exemple? Oui, je pense que... Fais. Oui, tout à fait. Je pense que, honnêtement, je sens que je suis rendu là, dans mon cheminement. J'aimerais beaucoup avoir une petite classe, développer ça. C'est sûr qu'au niveau de l'horaire, ce serait plus simple que ce soit à Montréal, pour l'instant. Oui, clairement. Mais c'est pas obligatoire, là, mais ce serait plus simple. Donc, ça, à ce niveau-là, ouais. D'ici quelques années, on verra ce que l'avenir me réserve, mais j'aimerais beaucoup ça. C'est une bonne bouteille qu'on vient de lancer, par contre, parce qu'il y en a peut-être qui vont entendre ça, qui vont y penser. Et c'est le fun, c'est sûr que c'est le fun d'enseigner. Là, je veux dire. C'est à la base même de l'expérience de... Quand tu as eu des... Mais ça vient souvent du fait quand on a eu un bon prof. C'est ça, hein? Après, on a envie de faire la même chose que ce que le prof nous a donné. Je pense que c'est indéniable. Je connais personne qui a eu des mauvais profs qui après vous l'enseignent. Souvent, ils veulent plus rien savoir de ça. Ils veulent juste jouer, puis fichez-moi la paix. C'est la fin de l'histoire. Mais c'est cool que l'enseignement, ça te tente. Avant de passer à la prescription, est-ce que tu as d'autres trucs que tu serais souligné? As-tu des concerts? Mais là, oui, on a ce concert-là qu'on fait avec l'Orchestre symphonique de Laval. Oui. Ce vendredi à la maison... non, pardon, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Que dis-je? Ce samedi... Excuse-moi. Samedi à la Maison symphonique avec l'Orchestre de Laval sous la direction de Jacques Lacombe. Il y aura
Don Quichotte de Strauss, il y aura aussi la troisième de Saint-Saëns. Donc, deux grosses œuvres, dont cette symphonie avec orgue. Donc, si vous n'avez jamais entendu, ça sera l'occasion. Ça clôture la saison de l'orchestre symphonique. Et toi, as-tu d'autres trucs un peu annoncés? Sinon, d'aller sur ton site internet. Oui, mon site internet, stéphanetetro.com, il y a toutes les dates de tous mes projets. Donc, Images oubliées, Transfiguration, Suite Tango. Il y a beaucoup de dates cet été qui continuent en tournée. J'ai pas mal de festivals à faire cet été, donc ça, c'est très excitant. Il y a des concerts à l'extérieur, des concerts aussi un peu partout, en fait. Donc, j'ai 2 concerts aussi avec les Violons du Roi au mois de juillet. Okay. Donc, ça, c'est tout très, très inspirant. J'ai hâte d'entamer la saison estivale. All right. Super. Alors, allons à la prescription. Oh, yes. OK, Stéphane, alors je suis très curieux d'entendre tes suggestions, alors je t'écoute. On a parlé beaucoup de musique, donc je vais commencer quand même avec une suggestion en musique. Je pense que mon œuvre de musique de chambre préférée au monde, c'est le quintet de Schubert, avec 2 violoncelles. Okay. Et ça, pour moi, j'ai eu la chance de le jouer souvent. J'ai eu la chance aussi de le faire pour les derniers concerts du Quatuor Saguenay. Il n'y a pas si longtemps pour la retraite de David et Nathalie. C'était très touchant. Et il y a un enregistrement de ce quintet-là. OK, ben là, je chaud parce que moi, c'est une de mes pièces préférées aussi. Connais-tu l'enregistrement de Janine Jansen sur... Non? OK. Janine Jansen, c'est peut-être ma violoniste préférée au monde. Et elle a un enregistrement qui est sorti il y a quelques années, pré-pandémie, avec des musiciens fantastiques, dont... il y en a tellement. Ils sont tellement bons. Puis en plus, sur l'album, ils font Nuit transfigurée de Schoenberg. C'est un très, très, très bel album. Ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Écoute, j'écoute ça. Et des fois, j'écoutais ça pour m'entraîner. J'écoute ça m'inspirait comme j'ai rarement été inspiré par un enregistrement. C'est un genre d'album musique de chambre alentour d'elle avec des invités. C'est ça, exactement. Exactement. Je pense qu'elle a quelques musiciens différents pour les 2 œuvres. Mais oui, vu que c'est une concertiste incroyable, mais je pense qu'au cœur de son être ou de son être d'artiste, c'est vraiment la collaboration, la musique de chambre. Et c'est une chambriste vraiment exceptionnelle. Donc, côté musique, c'était ça. Côté resto, il y a un resto qui est quand même, je pense, mon resto préféré à Montréal, qui s'appelle l'Île Flottante. Est-ce que tu connais? Le nombre de gens qui me disent... Mais t'es pas allé encore? C'est vrai que, tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu toutes sortes d'événements, mais... ma blonde, puis moi, on a comme une liste de restaurants. Celui-là, il faut qu'il soit sur le top de la liste. Là. OK, c'est vraiment... non, c'est incroyable. C'est un resto dégustation qui est sur Saint-Viateur, dans le Maryland. C'est un resto qui a un menu fixe de 7 services. Fait que mange pas avant, mais c'est quand même des portions très raisonnables. C'est surtout axé sur les légumes. Donc, c'est très... ce qu'il y a de frais au marché, c'est des menus saisonniers qui changent aux 3 ou 4 mois. Donc, en ce moment, c'est le menu du printemps que j'ai pas goûté encore. Mais j'ai goûté au menu d'hiver, puis il était exceptionnel. Mais c'est vraiment un resto fabuleux avec une cuisine somptueuse. Mais c'est français? C'est français. Français avec beaucoup de fusion, je dirais. OK. Donc, c'est pas traditionnellement français, pas du tout. Mais il y a beaucoup d'inventions de la part des chefs.
Et je pense que c'est le plus beau et le plus gentil service que j'ai vu dans n'importe quel resto de Mais c'est Montréal. ça, j'allais dire. Donc, la nourriture est bonne, mais l'environnement... Ben, en fait, l'environnement est magnifique, mais l'expérience client, l'expérience culinaire, mais l'expérience client, euh, c'est vraiment incroyable. Ah, OK, Au point où j'étais allé une fois, puis je suis revenu une deuxième fois, puis bonjour Stéphane. C'était genre, oh, on se souvient que tu aimes beaucoup les cocktails. Ah ouais? Comment tu te souviens de ça? Écoute, j'ai jamais vu un service comme ça. Là. Je sais pas s'ils prennent un calepin de notes sur tout le client, là, mais c'est vraiment incroyable. Puis d'ailleurs, les cocktails sont très bons. OK, non, mais tu vois, non, mais c'est ça, un vrai bon restaurant. Le pire, c'est que ça doit être ça. Ils doivent avoir un dossier sur... Ils doivent dire, oh, notre client, il est déjà venu. Je pense que oui. Ils font une petite analyse. Parce que sinon, je sais pas comment ils retiennent tout. Mais là. donc, c'est... D'où l'expérience d'un bon restaurant, c'est que tu sors de là et tu te sens bien. Oui. OK. Ouais. C'est pas trop lourdeau. Non, vraiment. Même après ce service, Mais c'est pas entièrement végétarien non plus. Non, Okay, non, pas du tout. C'est juste très axé sur les légumes. Mais il y a des protéines, il y a de la viande, il y a du poisson aussi. C'est vraiment délicieux. OK. Ça vaut la peine. J'ai hâte d'en parler avec ma blonde. C'est peut-être... prends-toi 3 semaines d'avance quand même. Oui, c'est ça. assez facile à réserver sur Open Table. OK. Mais il y a souvent de la place, mais à 10 ou 10h30 le soir. Fait que si tu veux manger une heure raisonnable, prends-toi d'avance. Ouais, c'est ça, exactement. OK, l'île flottante, ben, c'est noté. Excellent, j'adore. Et ma dernière suggestion était plus dans le monde du cinéma. Je suis quand même cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. Ces jours-ci, je manque un peu de temps pour en écouter, mais j'adore ça. Et il y a un film qui est peut-être un peu moins connu, qui m'avait marqué beaucoup, que j'adore encore, mais que surtout, quand je l'ai vu pour la première fois, à 16 ans, ça a été un film qui m'a chaviré. C'est une réaction à une œuvre cinématographique que j'ai jamais eu à nouveau. Le film s'appelle The Boy in the Striped Pajamas, et c'est un livre à la base. Oui. De John Boyne. Et le film est de Mark Herman, le réalisateur. Et c'est un film assez exceptionnel qui est, sans donner des punchs, là, c'est un film qui raconte une amitié de 2 garçons durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une amitié... un peu impossible parce qu'il y en a un qui est juif, il y en a un qui est allemand. Et évidemment, la famille allemande, il ne faut pas qu'elle le sache. Et c'est tout le développement de cette amitié-là entre les 2 garçons. Et écoute, je sais pas combien de minutes j'ai passé dans la salle de bain là, après ce film-là, mais ça m'a chaviré. Vraiment. Okay. Puis je l'écoute pas trop souvent parce que ça a toujours la même réaction, mais c'est un film bien spécial et très, très intime, très, très touchant. Ouais, puis ces films-là, c'est intéressant, des films, justement, quand on est adolescent ou quand on est très jeune, qui nous chavirent émotionnellement, ou justement, le premier film qui te fait pleurer, par exemple. Ça, on s'en souvient, on se souvient souvent de ces espèces de réactions-là. Tu disais que le cinéma, t'aimes beaucoup le cinéma, mais ça, est-ce que le cinéma fait partie de toi, justement, en tournée? C'est des choses, genre, tu t'amenes des trucs. T'es-tu un lecteur? Non. Moi? Un acteur? Non, un lecteur. Un lecteur, je m'excuse. J'ai compris un acteur, je dis, non, je pense pas. Mais un lecteur, j'adore lire. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Écrire de la poésie. Okay. La poésie, beaucoup. Des fois, des nouvelles, des affaires de même. Ouais, T'es-tu un gars de journal? J'aime ça. J'aime ça, mais honnêtement, je manque un peu de temps pour tout faire. Je suis plus livre que journal. OK. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire un jour. C'est peut-être publier quelque chose. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Un jour, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, dans ces projets-là, en dehors de la musique, comme tu dis, un jour, j'aimerais ça peut-être lire un livre, j'aimerais ça enseigner. Y a-tu d'autres trucs comme ça, tu dis, des choses même qui vont au-delà de ton confort? Tu dis, j'aimerais bien essayer un saut en parachute. Ou non, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu dis que
faudrait que tu le fasses. Là. Ben, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. En général, j'adore cuisiner, pour vrai. OK. Je pense pas que je m'ouvre un restaurant, là. Je pense que ça arrivera pas, là. Mais peut-être un petit café, un jour, vraiment plus tard, là. Mais quand la carrière sera peut-être plus tranquille, mais peut-être un jour, là, j'ai vu ce que Marc Hervieux, mettons, a fait avec son café. Je sais pas, non? Ouais, il a ouvert café. un petit café à une boulangerie à Sainte-Adèle. Je suis pas allé encore, mais ça a l'air très, très beau. C'est comme plus un projet familial. Et, il va souvent, il travaille. Ben, oui, il travaille des fois. Peut-être plus avant son poste au conservatoire. Ouais. Mais ça s'appelle, si je me trompe pas, le Café des bons vivants, pour aller avec son livre de cuisine. Ouais. Mais c'est un projet qui m'intéresserait un jour. Je sais que mon chum aussi, Benjamin, il serait très content de faire le café le matin. Mais ça m'intéresse. Autrement, au niveau professionnel, je pense de mettre sur pied une fondation un jour. J'ai beaucoup de causes en tête, là, mais quelque chose pour aider aussi les jeunes. On en parlait plus tôt là, avant l'entrevue, mais pour aider les jeunes à faire le cheminement genre pour leurs études, tout ça. Peut-être d'encore une fois aider la musique à être plus répandue, même pour les personnes qui sont en situation défavorisée, qui ont peut-être moins accès. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et sinon, un jour, pour vrai, on parlait d'enseignement, mais un jour d'avoir peut-être un poste de directeur artistique quelque part, que ce soit un festival ou quelque part, mais je me donne du temps, là, quelques années, mais c'est quelque chose que je sais me passionnerait énormément. Okay. Et je l'ai vécu cette année parce que j'assure la direction artistique de l'événement bénéfice de la Fondation de la Place des Arts. Okay. La grande première des Futures Étoiles qui aura lieu le 6 juin au Théâtre Maisonneuve. C'est bien de le dire. Oui, mais c'est un projet qui me passionne. J'ai passé une année incroyable à travailler sur ce dossier-là. À découvrir des jeunes talents, à communiquer avec eux, à mettre sur pied une programmation, puis à travailler avec mon équipe de metteurs en scène, éclairagistes, sonorisateurs. J'adore ça. Ça me stimule vraiment beaucoup. Puis je me sens chanceux de le faire. Bon, écoute, plein de belles choses. Écoute, merci beaucoup, puis on se voit sur scène samedi. Oui, en répétition avant. En répétition avant, exactement, on voit ça. C'est bon, bye. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.